Doit-on attendre l'invitation au voyage ou faut-il se la lancer ? Mais de quel voyage parle-t-on au juste ? Le voyage, selon Larousse, c'est l'action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu. En latin, voyage dérive de via, route, et qui mène aux provisions de route, viaticum. Évidemment, cette émission ne se transformera pas en un cours de latin, mais on commence à comprendre que dans le voyage, il y a le mouvement, celui du corps et celui de l'esprit. Et si voyager, c'était renaître ou assister à des naissances, celles des autres et les siennes. Vagabonder dans les nuits ou de bungalow au bungalow, Julien Blangras et Pierre de Rame racontent leur pèlerinage géographique intime, car pour survivre, dériver semble être une solution. Aujourd'hui, nous sommes donc heureux d'accueillir les écrivains Julien Blangras et Pierre de Rame. Bungalow, publié aux éditions Stock, est le 10e roman de Julien Blangras. Après, entre autres, Gringoland, paru au Diable Vauvert en 2005 et récompensé par le prix du premier roman. In Utero en 2015, mais encore Comme à la guerre chez Stock en 2019 et Envoyé un peu spécial chez Stock toujours en 2021. Avec Bungalow qui a reçu le prix du roman qui fait du bien, Julien Blangras livre un récit singulier dans lequel il raconte le voyage qu'il décide d'organiser pour sa femme, son fils et lui afin d'échapper à la morosité ambiante et redécouvrir ainsi les joies simples, l'émerveillement en gardant en tête de transmettre à son fils une curiosité pour le monde et les autres. Pierre de Rame est l'auteur du roman Nuit, paru aux éditions Grasset, après Djibouti en 2015 chez Bûcher-Chastel. Nuit figurait dans la sélection du prix de Flore cette année. Avec Nuit, Pierre nous entraîne à pas feutrer dans l'antre de ses désirs libertins. À la lumière des réverbères, faut dire que c'est ce qu'il préfère. Observer dans l'ombre l'inconnu. La familiarité l'inquiéterait presque. Alors, comment la littérature peut-elle nous inviter au voyage ? Ou est-ce le voyage qui invite la littérature ? Pour parler avec Pierre de Rame et Julien Blangras, c'est parti ! Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Alors, comment la littérature peut-elle nous inviter au voyage ? Ou alors, est-ce le voyage qui invite la littérature ? On commence par qui ? Difficile question. Moi, je peux commencer si tu veux. J'espère que tu prendras l'option opposée, comme ça on fera les deux. Non, pour moi, c'est plus je vois plus la littérature comme une invitation au voyage, enfin un moyen de voyager également, à travers la lecture, la possibilité de découvrir des nouveaux pays, des nouveaux espaces, des nouvelles personnes. Je le vois plus comme ça. C'est pouvoir voyager en restant dans son lit. Et ça, c'est une chose incroyable pour la littérature. Et évidemment, pour les écrivains, il y a aussi l'attraction du voyage concret, qui est, pour des êtres curieux, naturellement une source d'attraction et d'inspiration. Enfin, on connaît toute la tradition d'écrivains voyageurs et toute cette attirance pour un ailleurs. Et donc c'est un peu des deux, c'est vrai. Mais mon approche, moi, pour répondre à cette question, je prendrais l'option que la littérature elle-même est un voyage ou une invitation au voyage et qui permet au lecteur de voyager dans tous les sens du terme à travers la lecture. Et bon, Julien ? Eh bien, moi, c'est un peu la figure opposée. Non, dans mon parcours, le voyage précède la littérature. Moi, j'avais pas prévu d'écrire ou de devenir auteur. Et c'est vraiment des voyages qui ont déclenché chez moi l'envie, le besoin d'écrire. Et je peux peut-être commencer par vous raconter ma vie pour vous expliquer comment c'est arrivé. Moi, j'avais fait des études de journalisme et j'ai commencé à bosser dans un journal local dans ma ville natale, dans ma belle ville natale de Gap, et j'étais lancé professionnellement dans la vie. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, j'ai démissionné sur un coup de tête parce que je me suis rendu compte que je voulais pas suivre ce chemin balisé, et je suis parti au Mexique avec un billet ouvert et je pensais rester quelques semaines. Et finalement, je suis resté 1 an là-bas. Et en revenant de ce voyage-là, j'ai écrit mon premier roman, donc Gringoland, qui en a appelé d'autres. Et je voulais savoir, à travers les 2 romans que vous venez d'écrire l'un et l'autre, Julien, vous faites le choix de partir pour retrouver une sorte d'émerveillement. Alors, donc vous envisagez le voyage de manière assez positive. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous citez votre fils qui vous dit à l'occasion de ce voyage, et c'est assez génial, « J'aime vivre ».
ou j'adore vivre. Oui, je me souviens de cette phrase qui m'avait émerveillé. On était quelque part au Laos, dans un endroit vraiment isolé, magnifique, sur les rives du Mékong. Et le soir, en regardant les étoiles, il m'a dit « Papa, j'adore vivre ». Donc c'était quand même une grande réussite familiale. Et voilà, on a entrepris ce voyage pour des raisons quasiment thérapeutiques, parce qu'il se trouve que ça n'allait pas très fort avant de partir, notamment pour ma compagne qui était dans une période d'épuisement professionnel. Et donc voilà, je lui ai proposé qu'on parte comme ça pour faire le tour du monde pendant 1 an. Bon, finalement, ça s'est réduit à faire le tour d'Asie du Sud-Est pendant quelques mois. Mais voilà, effectivement, le voyage a eu cet effet apaisant et bienfaisant parce qu'il nous extrait de notre quotidien qui peut être celui de la rumination, du mal-être, de la routine. Et donc, il nous permet d'avoir un peu de recul, d'ouvrir des perspectives et de se sentir mieux quand on revient. Mais alors vous, de votre côté, Pierre, vous aimez la nuit. Donc je vais citer un passage de votre livre. Je chéris la lune rousse qui jette sur tout ce qui l'entoure une lumière bleutée en créant dans les frondaisons des arbres et les accidents du terrain des formes indécises. Cette colline livrée en pâture à l'imagination est un ogre prêt à vous avaler. Cette poubelle près d'un banc, une silhouette d'homme énigmatique, menaçante, qui s'évapore dès qu'on s'en approche. Ces rangées de troncs coulissants vous épient et semblent mystérieusement vous suivre. Et ces globes de lampadaires qui dérivent, blafards, sur l'étendue noire du gazon, ne sont-ils pas des astres morts, magie de la nuit, dans laquelle le monde cesse enfin de porter un démenti à nos rêves? Alors, Pierre? Eh bah oui, en effet. Alors moi, c'est pas un voyage géographique, mais en effet, c'est un voyage temporel, ou disons vers cette période de la vie qui est la nuit, qui constitue quand même la moitié de notre temps, et qui est un espace de liberté, un espace de refuge aussi pour le narrateur dans ce livre. Puisque en réalité on comprend qu'il fuit quelque chose qui s'appelle le jour, qui n'est pas vraiment décrit dans le livre, mais autour duquel le livre tourne. Et c'est une sorte de voyage, et en effet également aussi, c'est une sorte de fuite, d'évasion vers cet espace où il peut s'évader, où il peut rêver, où il cesse d'être contraint par toutes les injonctions du jour, on va dire ça comme ça. Donc ça rejoint un peu cette fuite dont vous parlez, donc soit vers un ailleurs géographique, là c'est plus une fuite vers la nuit dans laquelle il s'enfonce, et qui lui permet de se réfugier. Donc je vois plus la nuit comme un refuge, comme un espace de fuite, en tout cas pour ce narrateur. Et ça a à voir en effet avec le voyage, puisque c'est une sorte de pays, de continent à lui seul, cette nuit obscure, où effectivement les paysages se transforment. Donc il explique par exemple qu'on ne peut pas reconnaître, qu'il ne reconnaît plus la nuit, la ville qu'il voyait en plein jour quand elle est la nuit, etc. Donc c'est une sorte de pays imaginaire, d'autres géographies qui s'installent quand la nuit existe. Voilà. Donc il y a des liens forts avec le voyage. Et pour revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Julien, c'est vrai que mon premier livre aussi, j'avais écrit après un voyage. Je n'avais pas fait le lien, mais ça s'appelait Djibouti, effectivement. Ouais. Et pour le coup, c'était un vrai voyage géographique, mais c'est vrai que c'était l'impression vraiment très forte que m'avait fait cette ville et ce pays, cette ville de garnison, qui avait inspiré en fait cette première impulsion d'écriture. Donc le deuxième livre est un peu différent, c'est plus un voyage temporel comme je l'ai expliqué, et aussi mémoriel, mais il y a toujours cette idée d'un ailleurs et d'un espace. Enfin, je suis très sensible aux atmosphères, aux couleurs, etc. Donc pour moi c'est très important d'être dépaysé en fait dans un livre et dans la vie en général. Oui, moi je suis d'accord sur l'analogie entre sortir de soi par le voyage, sortir de soi à travers la nuit. À chaque fois, il y a peut-être même un petit côté transgressif de ne pas vouloir suivre les injonctions à la normalité, à la routine, à l'ennui. Et donc, partir au bout du monde ou partir au bout de la nuit, on peut aller chercher les mêmes choses. Tu parlais de fuite. Oui, il peut y avoir un désir de transgression, de quête de soi-même et d'accomplissement dans un truc qui est un peu différent de ce qu'on nous propose d'habitude. Voilà, je rappelle qu'il y a un ouvrage qui s'appelle Voyage au bout de la nuit, qui est bien connu et qui fait le lien entre les deux. Ce qui est frappant à la lecture de vos livres, qui semblent en effet opposés, mais je trouvais tous les deux, puisque vous faites le récit en vrai de votre quotidien. Alors, c'est de l'autofiction, Pierre, peut-être, mais bon, peut-être qu'il y a certains éléments de la réalité
que vous avez glissé dans ce livre-là. Mais vous faites tous les deux, en tous les cas, pas le constat de fragilité, mais en tous les cas, voilà, vous reconnaissez, voilà, je me sens fragile ou vulnérable, ou il est temps de partir. Il est temps d'aller vers quelque chose. Et en fait, en ce sens, vous vous adressez au lecteur comme à un égal. Et ça, même si le monde de votre lecteur n'est pas le vôtre, évidemment. Mais c'était une position d'humilité, en fait. Alors, il y a la question de la vulnérabilité et celle de l'humilité. Je crois que toute démarche artistique s'appuie sur un manque, quelque chose à combler. Donc, on a tous des vulnérabilités. Et peut-être que les artistes, par leur travail, essayent de colmater leur brèche. Et sur la question de l'humilité, oui, c'est intéressant, la posture avec laquelle on aborde le monde. Oui, je pense qu'il faut évidemment traiter les gens qu'on croise comme des égaux, ça me semble tout à fait évident, mais c'est vrai que dans la posture d'écriture, il me semble important de ne pas être pontifiant ou surplombant. Voilà. Et moi, souvent, je résous ce problème par le biais de l'humour, de la dérision et souvent de l'autodérision, qui est un petit peu ma pente naturelle dans la vie et dans l'écriture. Oui, pour moi, c'est pareil, c'est très important dans la sincérité dans un livre. Ça ne veut pas dire que je raconte effectivement tout ce qui m'est arrivé et que je ne suis pas en train d'inventer des choses. Donc la vie est un matériau qu'on peut modifier et sublimer à travers le livre. Mais le fait de, dans un livre, mettre vraiment son cœur et ses tripes, pour moi c'est très important et ça se ressent immédiatement. Le lecteur le ressent immédiatement. Donc ça implique aussi d'exposer effectivement, de ne pas prendre de pause ou de faire un peu de chiquet ou de pontifier comme tu le dis. Et ça, pour moi, c'est super important dans la démarche de l'écriture même. C'est-à-dire, je peux pas, sinon j'ai l'impression d'écrire mal ou de pas écrire vrai. J'ai besoin de sentir ce feu quand j'écris. Et puis, pour la réception du lecteur, quand on lit des livres, on le sent tout de suite, en fait, si c'est du faux. Au sens où, si en fait le narrateur se cache un peu ou n'est pas en train de vraiment tout nous dire. Et si on veut parler sincèrement et impacter des gens, c'est comme si on parlait à l'oreille des gens et la littérature, ce qui permet de parler le plus profondément et le plus sincèrement possible, je trouve, de dialoguer avec des lecteurs, etc. Et ça implique de dire des vraies choses profondes en nous et qui forcément résonnent en chacun. Mais tu crois pas qu'on peut être sincère et parfois se cacher quand même un petit peu, parce que quand on écrit, qu'on fasse de l'autofiction ou du récit, ou du roman autobiographique, c'est toujours une forme de mise en scène de soi. C'est-à-dire que moi, je raconte ce qui s'est passé, mais je choisis aussi de ne pas raconter certaines choses, ou la façon dont on se met en scène est évidemment une façon. Bon, il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on ne montre pas. Ouais, exactement, il y a effectivement ce qu'on montre pas. Donc si on lit, bien sûr qu'on se cache toujours un petit peu et qu'on fait une sélection de ce qu'on a envie de dire et qu'on modifie la réalité. Il y a des épisodes totalement inventés, des épisodes exagérés, des épisodes que j'ai omis. Mais ce que je voulais dire, c'est d'essayer de transmettre, quand même, de garder cette pureté du message, de ce qu'on veut dire le plus important. Après, la réalité des faits scientifiques, ça, évidemment, la littérature peut essaie justement de le sublimer en sculptant un peu cette matière réelle, mais dans l'idée de transmettre quelque chose de vrai. Donc ça, grâce à des mensonges, on essaye d'atteindre une sorte de vérité. Certains disent que c'est le principe du roman. Exactement. Vous aussi, ce que vous faites tous les deux, Julien, vous vous portez votre femme au nu dans votre livre, puisque vous l'appelez d'ailleurs la femme. Avec un grand F. Avec un grand F. Pierre, vous rendez hommage aux prostituées aussi. D'une certaine manière. Donc nous avons affaire à deux auteurs très féministes pour cette émission spéciale voyage. Non, en tous les cas, la figure de la femme est omniprésente. De ma compagne, en tout cas, qui est un personnage de mes livres. C'est le 3e livre dans lequel elle apparaît. Alors je l'appelle aussi comme ça, la femme avec un grand F. Déjà dans une volonté de la mettre sur un piédestal et de ne pas me faire engueuler quand elle lit les bouquins. Et aussi pour mettre une distance entre la personne et le personnage. C'est aussi une forme de protection. La première fois que je l'avais nommée comme ça, c'était dans un livre qui s'appelait In Utero, dans lequel je tenais un journal de grossesse du point de vue du futur père. Et donc à cette occasion, c'était aussi un peu une manière d'universaliser ce personnage-là à travers cette expérience assez universelle qu'est la grossesse. Voilà. Oui, moi la femme est importante aussi, les femmes.
Il n'y a pas un idéal féminin réellement dans le livre, mais j'ai pas fait exprès qu'il y ait autant de ce thème soit aussi présent dans le livre. C'est plutôt au cours de l'écriture que je me suis rendu compte que c'était un thème important. Et c'est vrai que le livre a une sorte de cheminement aussi du narrateur vers le sexe opposé, qu'il désire mais dont il a peur. Enfin, on comprend au cours du livre. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de petits portraits de femmes en toutes sortes, y compris des prostituées, que j'essaie de dépeindre le plus sincèrement possible, sans idées préconçues, avec amour, je pense, parce que ça vient aussi de la réalité de rencontres réelles, etc. Donc il n'y a pas non plus d'idéalisation de la femme, je pense, dans le livre. Je les ai vraiment traités comme des personnages à part entière avec leur propre identité. Et ça s'est goupillé comme ça durant l'écriture du livre, et c'est vrai que c'est une figure importante du livre, et je suis très content de voir que, notamment, parce que c'est des thèmes toujours un peu délicats, donc même autour de moi on disait attention, on ne sait pas, etc. Mais en réalité, la façon dont d'abord je pense l'avoir écrit avec aucun mauvais esprit, aucune mauvaise idée, et je suis très content de constater que, en particulier, les lectrices sont pour la plupart du temps très, très contentes du livre, etc. Donc j'ai aucun souci de ce point de vue-là, y compris si j'ai décrit des milieux un peu interlopes et qui pourraient poser certains problèmes actuellement. Cette réflexion me vient. C'est-à-dire qu'en vous lisant tous les deux, avant, la littérature de voyage était quand même une littérature principalement masculine, il faut le dire. La littérature tout court. La littérature tout court. Pierre aussi, vous décrivez des mondes qui sont faits pour accueillir des hommes, et dans lesquels les femmes sont au service des hommes. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant de voir vos points de vue d'hommes masculins. En tant que femme, de savoir comment vous raisonnez et de voir de quelle manière vous posez des questions. Sur la question de comment on voyage et comment on écrit le voyage, moi je me considère comme un humain qui va voir d'autres êtres humains avant tout. Alors le fait est que je suis un homme, mais voilà, j'essaye d'avoir un point de vue humaniste avant tout, sans genrer forcément mon approche. Donc Julien, peut-on encore faire le récit de voyage, le récit d'un voyage, sans témoigner de la réalité d'un monde ou d'une partie du monde que nous découvrons, que nous visitons ? Il me semble que si je voyage et que je ne parle que de moi, l'intérêt du livre sera assez limité. L'intérêt, c'est de parler du monde à travers le prisme de ma sensibilité, de ma subjectivité. Mais moi, si j'ai commencé à voyager, c'est avant tout pour la soif, la joie de la découverte. Voilà, moi je me suis trouvé dans le voyage et dans l'écriture, et ensuite dans un deuxième moment de ma vie de voyageur, il y a eu cette idée de transmettre, évidemment, parce que moi j'ai la chance de voyager, d'avoir accès à des expériences diverses, riches et variées, et il me semble que ma fonction en tant qu'écrivain voyageur, quoi que veuille dire ce terme, c'est de transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris sur place. Donc évidemment, avant de voyager, on se renseigne, on se documente, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs comment les gens vivent et d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre aussi ce qui rapproche les êtres humains des quatre coins du monde. Et oui, c'est ce que vous dites, je voyage aussi... je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que je voyageais pour me rassurer, pour me rendre compte que ce qui rapprochait les humains était plus fort que ce qui les séparait. Et en voyageant, en faisant l'expérience charnelle et physique du voyage, on se rend compte que l'humanité, elle n'est pas aussi moche que ce qu'elle en a l'air quand on va la voir de près, quoi. Oui, vous parlez de cette grand-mère qui donne un bout de galette à votre fils. Sans raison, vous êtes pas au Laos ? Je crois que c'est au Laos, ouais. Je cristallise ce que je viens de vous dire dans une scène comme ça de rencontre et de partage, un truc très furtif d'une vieille dame qui donne une friandise à notre fils. Et voilà, ça illustre tout à fait ça. Voilà, j'essaie de condenser ça dans cette scène. Le fait qu'à travers la barrière de l'âge, du langage, de la culture, du genre, il y a quelque chose de l'humanité qui passe en voyage. Parce que la plupart des gens, quand on voyage et qu'on arrive en ami, on est reçu en ami, la plupart du temps. Alors, vous le dites aussi dans votre livre, Julien, j'en profite pour poser la question à Pierre,
c'est vrai que lorsqu'on est parfaitement heureux et qu'on on vit des moments d'extase, quand on essaie de transcrire ça en littérature, ça devient tout de suite un peu bêta et même vous-même. C'est un défi littéraire d'écrire sur le bonheur. Vous rayez même des phrases dans votre livre, donc vous faites l'exercice évidemment de l'autodérision. Donc voilà, est-ce qu'en fait, comment on fait pour écrire quand ça va bien et c'est plus facile quand on est traversé par la pénombre? C'est une bonne question. D'ailleurs, dans le livre, c'est effectivement très difficile d'écrire sur le bonheur. Ou par exemple, les histoires d'amour qui fonctionnent très bien, c'est difficile à raconter. On raconte toujours les tragédies quand ça se passe mal. C'est d'ailleurs un peu la façon dont j'écris ce livre, puisque le livre démarre par une rupture. Enfin, démarre. Disons que le geste d'écriture du narrateur démarre à la suite d'une déception ou d'une rupture amoureuse. Et dans le livre, j'ai évité de raconter ce bonheur et de cette vie de couple. En fait, tout le livre tourne autour de ça, mais j'en parle pas parce que c'est très difficile d'en parler, donc je préfère le laisser imaginer aux gens. Même si dans le rêve du narrateur, il y a des scènes un peu exactement qui pourraient passer un peu pour bêta, des rêves un peu idéalistes de bonheur, de publicité, mais qui a quand même une aspiration de chacun, une sorte d'idéal de bonheur, qui fait contraste avec la mélancolie du narrateur dans le livre. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais, parce que mes 2 premiers livres étaient plutôt dans le monde nocturne et de la mélancolie, j'aimerais écrire maintenant un livre un peu plus que ma maman pourrait lire et qui s'intéresserait effectivement à cette question du bonheur et de la vie heureuse, qui est pas quelque chose qui est quand même une conquête. C'est pas forcément donné dans la vie de tous les jours. Moi j'ai pas. Parfois, je réfléchis à des périodes où j'étais vraiment heureux. Il n'y en a pas tant que ça. Ça veut pas dire que j'étais malheureux le reste, mais ça veut dire qu'on s'ennuie, etc. Et quand on ressent des vraies périodes de bonheur, on s'en souvient. C'est quand même des choses plutôt éphémères, à mon avis. Enfin, j'ai pas réussi à les faire durer très longtemps, mais c'est un sujet en soi et effectivement un défi littéraire de réussir à décrire ça et à explorer ce sentiment d'accomplissement et de joie. Donc la mélancolie, c'est une affaire de jeunesse ? Alors c'est intéressant parce que je me suis rendu compte en refeuilletant récemment mon premier roman qui était traversé par une grande mélancolie et que peut-être que le voyage finalement m'a un peu guéri de ça. Enfin, j'ai l'impression que mes livres récents sont un peu plus optimistes que ceux de ma prime jeunesse. Alors après, c'est aussi un effort quotidien d'essayer d'être optimiste, parce qu'en chacun de nous, il y a un pessimiste et un optimiste qui ferraille. Et donc, il ne faut pas verser dans le mièvre, bien sûr, mais je crois, et bien sûr, tout ça est inconscient, que dans mes livres, il y a, c'est comment lutter contre l'horreur du monde, quelle posture adopter pour essayer de s'en sortir dans ce monde changeant, troublé et parfois effrayant, et essayer malgré tout d'être heureux. Donc pour vous, Julien, écrire, c'est s'engager d'une certaine manière ? Alors, on s'engage toujours d'une façon ou d'une autre. Oui, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Paradis avant liquidation et qui parlait de ce petit pays d'Océanie qui s'appelle les îles Kiribati, qui est menacé de disparition par le changement climatique. Donc c'était un livre vraiment sur une thématique environnementale. Et on me demandait souvent, est-ce que c'est un geste militant ? Et je répondais non. Histoire de pente naturelle de caractère. Moi, j'ai pas un tempérament militant et je me vois plus dans la posture du témoin. J'ai la chance de pouvoir voyager parce que c'est mon métier, parce que je suis aussi journaliste, reporter. Et voilà, moi, mon métier, c'est de raconter ce que je vois, enfin mon métier, ma fonction. Et avec ma subjectivité, en essayant d'avoir un petit peu de perspective. Et voilà, je livre ça. Après, les gens en font ce qu'ils en veulent. Ils deviennent militants après avoir lu ce que je fais éventuellement ou pas. Bon, je vous cite également page 112. Si les voyages soignent, c'est une thérapie au long cours. À la manière d'une psychanalyse, c'est en enchaînant les étapes qu'on consolide les bénéfices. Ne traînons pas ici, le paradis c'est un moment, éphémère par essence. Dès qu'on s'y installe, il nous échappe, il faut le ressusciter en permanence. L'idée, c'est que l'équilibre peut se trouver dans le mouvement. Moi, je crois fondamentalement que l'ennemi, c'est l'immobilisme. Une fois de plus, chacun sa propre personnalité, mais... et avec l'extrait que tu as lu, l'idée une fois de plus c'était le voyage thérapeutique, le voyage qui peut soigner justement par le mouvement, et ma crainte éventuellement c'était de tomber dans le manuel de développement personnel, ce que j'ai voulu éviter de faire, tout en distillant l'idée que le voyage peut être une solution pour
pour régler bien des problèmes que le monde contemporain nous impose. D'ailleurs, les recherches sur les neurosciences tendent à montrer que le voyage, ça fait du bien, ça aide à prévenir des maladies neurodégénératives, ça prévient le stress, la dépression, ça favorise la plasticité neuronale, bref, ça fait du bien et accessoirement, ça rend un petit peu moins ignorant. Totalement J'espère d'accord. que le message est passé. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Pierre, ça vous donne envie de prendre un billet, de partir? Oui, j'ai souvent cette tentation de effectivement tout quitter. C'est un peu ça aussi le voyage, l'idée de fuir. Alors, moi, je suis plus pour des voyages, des voyages plus, des installations. Disons, j'aime bien que ma vie soit des chapitres, donc j'aime bien m'installer à un endroit, passer 1 ou 2 années, et ensuite passer à un autre. J'aime aussi les voyages courts. Mais pour l'éblouissement, les sensations, etc. C'est 2 formes de voyage un peu différentes, mais c'est vrai que j'aime bien m'ancrer dans des paysages, dans des espaces. Mais j'ai toujours aussi cette bougeotte de tous les. En fait, je m'ennuie assez vite, donc au bout d'1 an ou 2, si je fais le même travail, etc., j'ai toujours la tentation de tout quitter, de partir et de changer d'endroit pour ouvrir un nouveau chapitre de la vie. Et c'est vrai qu'en empilant comme ça ces phases de vie, on a l'impression que notre vie devient une sorte de livre également avec des chapitres et on grandit à chaque année, etc. On s'enrichit énormément en faisant comme ça et on n'a pas cette impression de stagner et de pourrir un peu sur place et de voir le temps filer à toute vitesse. Donc c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte également sur un mode un peu différent, mais c'est très très important, je trouve, pour la culture, même, enfin la culture de soi-même. Pour échapper à la dégueulasserie de la vie, vous le dites aussi dans votre livre. Ouais, c'est vrai, oui, j'ai une dimension fuite et marginalisation qui m'intéresse énormément. L'idée de démissionner, de ne pas en être, d'être un peu à la marge, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je me sens, bon là c'est plus personnel, mais je pense que mes livres reflètent ça aussi. Il y a très important cette idée de fuite et alors c'est une posture un peu individualiste. Je suis pas non plus un auteur du tout engagé ni militant quoi que ce soit. J'essaie plus de m'intéresser vraiment à la matière de la vie, à la matière des choses et à faire mon petit bonhomme de chemin en évitant les problèmes. Voilà. Et vous aimeriez vous installer où alors ? Alors actuellement, puisque ça fait 2 ans que je suis à Paris, il faut que je réfléchisse à la prochaine étape. Bon, il y a plein de pays qui m'attirent. J'aimerais bien, par exemple, m'installer un petit peu à Istanbul, l'Espagne. Mon grand rêve était la Russie, mais ça va être compliqué actuellement. J'ai déjà un peu bougé de ville en ville, donc je réfléchis à la prochaine étape. Ça peut être aussi causé par tout simplement des rencontres de la vie, des opportunités. J'ai pas une liste de pays qui me font rêver absolument, même si j'ai une petite passion pour l'Angleterre, mais c'est pas très loin et j'ai déjà fait ma période là-bas, donc mais j'aime bien me passionner pour un pays, même que a priori j'aurais pas étudié, mais ça peut être au cours d'un voyage, d'une rencontre, etc. Tout d'un coup, ce pays m'ouvre ses portes et on découvre toute une culture. Je trouve que c'est très très enrichissant. Je crois qu'il y a une idée de renaissance aussi quand on voyage. Je crois que c'est un mot que tu as employé dans ton introduction. Moi, à chaque fois que j'arrive dans une ville, un endroit que je connais pas, j'ai l'impression d'être neuf. Donc ça revivifie et ça fait beaucoup de bien. Je crois que c'est un peu ce que tu décris dans l'idée de nouveau départ à chaque fois. On se refait une virginité, on reconstruit quelque chose. Alors, bon, on voyage pas de la même façon en fonction des étapes de sa vie. On peut voyager en étant fringant, célibataire, ce que je faisais au début. Maintenant, moi, j'ai une famille, donc je voyage aussi avec eux, ce qui est évidemment une toute autre façon de voyager, avec une idée de transmission et de partage qui n'est pas la même que quand on voyage seul à 20 piges avec son sac à dos et sa guitare, comme je le faisais au début des années 2000. Et donc les deux sont très différents, mais les deux peuvent être formidables, parce que quand on voyage avec un enfant, et c'est la principale particularité de ce récit que je viens de publier, Bungalow, par rapport à mes précédents, c'est que mon propre regard est réenchanté par celui de l'enfant, qui a donc 9 ans au moment du voyage, parce que il voit des choses qu'on ne voit plus quand on est un homme de 48 ans. L'enfant, il nous permet de voir le monde en relief avec sa naïveté. Oui. D'ailleurs, et son acuité parfois, parce que voilà, une fois de plus, les enfants voient des choses que nous ne voyons plus. Oui, vous dites d'ailleurs à la fin de votre livre que votre femme et votre fils sont vos bungalows en fait.
Mais Ça- vous êtes en train de spoiler Pardon. le dernier paragraphe du livre. Pardon, je mets pas un C'était suspense c'était ma insoutenable. chute poétique subtilement ciselée. Ah, pardon. Non, mais effectivement, blague à part, parce que la conclusion du livre, c'est qu'on allait se chercher et se relancer, se réinventer tous les trois en famille avec ce voyage. Et qu'après avoir traversé des pays, des territoires, des endroits ensemble, des situations aussi, avec des moments merveilleux et des moments plus compliqués aussi, voilà, on en arrive à la conclusion que voilà, le bungalow, c'est-à-dire l'endroit où on est à la fois chez soi et ailleurs, l'endroit où on se sent bien, c'est avec eux. Voilà, pour raconter la dernière phrase de mon livre. Non. Et quels sont les auteurs qui vous inspirent en ce moment, que vous lisez? Pierre? Alors moi, je suis un peu obsessionnel, donc quand je lis peu d'auteurs en même temps, mais quand j'en ai un, j'essaye de le lire vraiment en entier et profondément, parce que j'aime beaucoup. Et par exemple, pour parler de voyage, par exemple, moi, en ce moment, je lis beaucoup Paul Morand. L'an dernier, j'ai beaucoup lu ça. Alors qui était un voyageur express et qui a fait des magnifiques portraits de villes, et qui a une plume très alerte, très rapide, qui est un peu oublié pour des raisons qu'on connaît, mais pour moi, il compte énormément comme auteur actuellement. Et puis voilà, c'est des périodes, et après, de fil en aiguille, d'auteur en auteur, je voyage comme ça aussi à travers les bibliothèques. Donc, qu'est-ce que je dis en ce moment? Je lis pas mal de livres sur l'Angleterre, des livres sur les courses hippiques parce que j'aime ça. Mais en littérature, oui, ça peut être du Morand, ça peut être plein de choses, du Genet. Je suis assez varié, mais je progresse lentement, donc j'ai des galaxies d'auteurs, et puis je vais d'auteur en auteur tout doucement, de pays en pays. Ça peut être à une époque, je lisais beaucoup d'auteurs américains, là je suis revenu plutôt français, 20e siècle, etc. Donc voilà, c'est très varié. Je lis un auteur qui est très peu connu, qui s'appelle Robert Surtees en ce moment, qui est un auteur anglais du 19e siècle, qui était appelé le Charles Dickens de la chasse au renard, parce que je m'intéresse un peu. Les ressorts du livre Nuit. C'est très très spécifique. Qui l'eût cru? Mais comme il est très méconnu, j'aime bien le citer. Mais ouais, alors faut aimer la chasse au renard ou pas. Moi, je pas spécialement, mais l'univers qu'il décrit, c'est une sorte de road trip pour le coup dans la campagne anglaise victorienne, avec beaucoup d'humour comme ça faire les Anglais. Donc j'ai ma petite passion Robert Surtees en ce moment, voilà, pour soutenir un auteur de niche. Et vous, Julien? Mes lectures actuelles, qu'est-ce que j'ai lu de bien récemment? J'ai lu de jeunes écrivains voyageurs formidables qui font la revue Invendable, qui en est à son 2e numéro, je crois, et c'est 2-3 mecs qui ont pas 30 ans et qui voyagent vraiment à l'arrache, on va dire. Ils ont fait une traversée des États-Unis et également une traversée de la Russie, de la Crimée à Vladivostok en 3 mois en stop. Et donc voilà, celui qui a fait ce récit-là s'appelle Serge Astom. C'est ce que j'ai lu de mieux en récit de voyage depuis de nombreuses années, à la fois pour l'écriture, la posture et l'exploit de voyage, parce qu'il revient avec un document exceptionnel de traversée de la Russie en période de guerre, en étant français, en 2023. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et d'autant qu'on voit la Russie d'en bas, quoi. Il prend des cuites avec les chauffeurs routiers, il discute avec les babouchkas. C'est pas la Russie des intellos moscovites. Donc voilà, c'est un document exceptionnel, je le recommande. Merci Julien. Oui, alors ce sera une dernière question pour vous deux. Attention, donc une question que je me pose aussi sur le mythe justement du récit de voyage, que ce soit qu'il s'agisse de voyages incandescents, n'est-ce pas, ou alors de voyages de découverte géographique, sociale, humaine. Vous dites à un moment dans votre roman, Julien, que le monde, lorsque vous avez voyagé, par exemple dans les années 2000, a bien changé avec Internet. C'est-à-dire que bon, on se perdait, on pouvait se perdre, voilà. Et aujourd'hui, et je pense que peut-être qu'il y aura un impact aussi dans la littérature, en fait, de récits de voyage. Qu'est-ce qu'on va raconter maintenant lorsqu'on voyage? On a des outils maintenant pour voyager.
Le voyage a évolué évidemment au fil des époques. Et alors moi, je suis pas du tout dans le discours c'était mieux avant. Je constate juste que voyager avec les outils d'aujourd'hui, c'est pas la même chose que voyager comme je le faisais il y a une vingtaine d'années quand on n'avait pas Google Maps et Booking et TripAdvisor et que c'est très différent. Mais Ryszard Kapuscinski, le grand écrivain et reporter polonais, que tout le monde connaît, disait oui, qui a écrit Eben, qui est une sorte de livre référence de reportage sur l'Afrique dans la seconde moitié du XXe siècle. Il commence en expliquant que le voyage a changé parce qu'avant il fallait prendre le bateau pour aller jusqu'en Afrique occidentale et que ça prenait des mois, alors qu'aujourd'hui le voyageur est transplanté en quelques heures avec les avions. Donc évidemment on voyage pas de la même façon en fonction des époques, mais l'important c'est de se déplacer, d'aller voir ailleurs comment les gens vivent. Ok. Et pour vous, Pierre ? C'est vrai que quand on lit les récits des premiers voyageurs, les romans de Loti ou des premiers écrivains de Chateaubriand, les voyages en Orient, etc., on a l'impression que c'est un peu moins aventureux de nos jours. On est à l'époque des low cost et des hôtels, etc. Donc c'est vrai qu'on peut tout prévoir à l'avance. Il y a aussi une uniformisation du monde qui est en cours. Mais je pense qu'il faut quand même pas... Ça reste quand même une aventure et ça reste toujours une découverte de voyager dans un autre pays. Enfin, il ne faut pas non plus dramatiser l'uniformisation du monde. C'est facile à dire dans son canapé, mais quand on se déplace réellement, on se rend compte que le monde est très varié, très vaste et très riche. Et surtout, pardon de t'interrompre, il change très très vite, donc c'est pour ça que c'est toujours passionnant d'aller explorer. Exactement, ça reste passionnant. Et peut-être qu'il faut inventer aussi d'autres formes de voyage intérieur, de voyage littéraire. Il y a aussi d'autres formes de voyage possibles. Voilà. Et ça restera toujours, je pense. Donc il faut juste réinventer les formes du voyage et de l'aventure. Ok, alors je vous remercie Pierre de Rame, je vous remercie Julien Blangras. C'était une émission spéciale pour parler littérature et voyage.